Signer pour un grand club à l'étranger, c'est le rêve, non? Pour n'importe quel jeune footballeur. Mais pour que ce rêve ne vire pas au cauchemar, la FIFA a bâti une véritable forteresse de règles. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ces murs. Alors, pour bien comprendre cette forteresse, on va commencer par sa pierre angulaire, la règle de base. Ensuite, on explorera les 5 seules portes qui permettent d'y entrer. Puis, on verra les devoirs très stricts des clubs, le rôle hyper important des académies, et enfin, comment même le tout premier contact, une simple mise à l'essai, est lui aussi super réglementé. Allez, on attaque avec le principe de base, la fondation sur laquelle tout le reste du système est construit. C'est la question qui est au cœur de tout. Une question que se posent les jeunes talents, leurs familles et bien sûr tous les recruteurs de la planète. Et la première réponse de la FIFA, eh bien, elle est très simple. Elle tient en un seul chiffre, 18. 18 ans. C'est l'âge de la majorité, la ligne de départ que la FIFA a fixée. Mais attention, ce n'est que le tout début de l'histoire. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 19.1. En gros, cette règle, c'est un mur de protection érigé autour des jeunes joueurs pour éviter toute forme d'exploitation. Mais ce mur n'est pas complètement inenfranchissable. Il a quelques portes, mais elles sont très très bien gardées. Explorons donc ces fameuses portes. Il faut bien comprendre qu'il n'y en a que 5. 5 situations très précises qui peuvent autoriser le transfert international d'un mineur. Les voici, ces 5 scénarios. Et ce ne sont pas des options à la carte, hein. Chaque cas doit correspondre pile-poil à l'un de ces critères, avec un dossier en béton pour le prouver. Sinon, c'est non. La première exception, c'est la plus connue. L'idée ici, c'est d'empêcher une combine classique, qu'un club offre un job bidon à un parent juste pour pouvoir recruter le gamin. Non, il faut que le déménagement de la famille soit totalement authentique et qu'il n'ait rien à voir avec la carrière du jeune. Maintenant, pour les transferts au sein de l'Europe, entre 16 et 18 ans, le niveau d'exigence monte d'un cran. Le club doit prouver qu'il ne recrute pas juste un footballeur, mais qu'il prend en charge une personne dans sa globalité. Ça veut dire une formation au top, bien sûr, mais aussi un vrai suivi scolaire et un projet de vie. Celle-là, c'est l'exception du bon sens géographique, on va dire. Si un jeune habite tout près d'une frontière, il est parfois plus simple pour lui de jouer dans le club d'en face que de faire des centaines de kilomètres dans son propre pays. C'est autorisé, mais à une condition capitale. Il doit continuer à vivre chez ses parents, pas de déracinement. Là, on touche à des situations humaines très délicates. Et on voit une distinction vraiment cruciale. Selon que le joueur a un statut officiel de réfugié ou qu'il est encore demandeur d'asile, les portes qui s'ouvrent ne sont pas les mêmes. L'un peut signer pro, l'autre doit se contenter du monde amateur au début. C'est une nuance qui change tout. Et la dernière porte, c'est l'échange étudiant. L'idée est sympa, mais la FIFA a bien verrouillé le truc pour éviter les abus. C'est temporaire, 1 an maximum, et le club doit être 100% amateur. Impossible de l'utiliser comme une porte dérobée pour un transfert pro. Ok, donc imaginons que le transfert est validé. On pourrait penser que c'est bon, mais en fait pour le club, c'est là que le vrai travail commence. C'est ce qu'on appelle le devoir de diligence. Ce devoir repose sur 3 piliers super importants. D'abord, une responsabilité générale. Ensuite, une obligation très active de protéger le jeune. Et enfin, le devoir de préparer son avenir en dehors du foot, avec une vraie éducation. C'est un engagement à 360 degrés. Et pour être absolument sûr que tout est fait dans les règles de l'art, il y a un gendarme, le tribunal du football de la FIFA. Chaque dossier de transfert d'un mineur passe entre ses mains. C'est un garde-fou indépendant qui vérifie que chaque virgule du règlement est respectée. Mais les jeunes talents ne grandissent pas que dans les clubs officiels. Il y a aussi les académies. Et bien sûr, la FIFA ne les a pas oubliés dans son filet de protection. Le mot d'ordre ici, c'est la transparence. Fini les zones d'ombre. Toutes les académies, qu'elles soient liées à un club ou totalement privées, doivent déclarer les jeunes qu'elles forment. Ça permet de suivre leur parcours et de s'assurer que personne ne passe sous les radars. La protection va même encore plus loin. On remonte jusqu'au tout premier contact entre un club et un jeune joueur, la mise à l'essai. Pour éviter que les essais ne se transforment en périodes de tests interminables et angoissantes, la FIFA a mis des limites de temps très claires. On remarque d'ailleurs que les plus jeunes ont droit à une période plus longue, ce qui est logique pour une évaluation plus complète. Et là, on voit vraiment la différence de traitement. Il y a des règles de base pour tout le monde, mais pour les mineurs, on ajoute une véritable armure de protection. Accord parental obligatoire, un référent désigné dans le club, des conditions de logement impeccables, bref, le jeune n'est jamais lâché dans la nature. Et pour protéger le joueur de l'épuisement, et surtout pour ne pas trop perturber sa scolarité, la règle est simple. 2 essais par an,
Et c'est tout. Pas question de transformer sa vie en un tour du monde des clubs. Cette phrase, elle résume tout. Ce devoir de diligence, cette responsabilité, elle commence dès la première seconde où le joueur met un pied dans les installations du club. Il n'y a pas de période d'essai pour le devoir des protections. Au final, quand on prend un peu de recul, on voit que toutes ces règles forment un système vraiment cohérent. Et le cœur de ce système, l'objectif numéro 1, c'est le bien-être du joueur. Tout le reste, les obligations des clubs, les procédures, la surveillance, tout est construit autour de ça. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que cette forteresse, aussi protectrice soit-elle, trouve le juste équilibre entre protéger un enfant et, peut-être, freiner l'éclosion d'un futur prodige? C'est tout le débat.